Tu as du capital en France et tu veux transférer ton patrimoine aux États-Unis, c'est possible et tout ça de manière complètement légale. Laisse-moi tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Julien Ménard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Real Estate Broker, agent licencié aux États-Unis en Floride. Je suis également Real Estate Developer, promoteur immobilier aux États-Unis, en Floride et dans la région du lac Pickwick depuis maintenant près de 10 ans. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Merci beaucoup de me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'investissement immobilier aux États-Unis, comme vous l'avez compris. Alors aujourd'hui, on va parler de cette transition que beaucoup d'investisseurs peuvent redouter ou surtout ils se posent des questions par rapport à ça. Nous, c'est vraiment le cœur de notre domaine puisqu'on accompagne constamment des investisseurs internationaux dans leur transition patrimoniale entre leur pays d'origine et le sol américain. Alors, on a beaucoup de gens qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Canada, également de l'Afrique francophone ou à travers le monde, qui se sont expatriés depuis leur pays d'origine. Alors, déjà, pourquoi est-ce que vous auriez un intérêt à quitter votre territoire d'origine? Généralement, tout le monde a les mêmes problématiques. La première problématique, c'est la lourdeur fiscale dans son pays d'origine. Si je prends pour exemple la France, évidemment, il y a beaucoup de charges. Quand on investit en France, je parle de charges, surtout d'impôts. Une fois qu'on a bien travaillé, collecté un loyer, fait le moins de charges possible, le moins de dépenses possible, derrière l'État vient servir généreusement. Je sais que c'est le cas également en Belgique ou même au Canada. C'est la même chose. Il y a beaucoup de pays comme ça. Donc c'est évidemment très frustrant et donc c'est une très bonne raison de sortir depuis son pays d'origine parce qu'aux États-Unis, on a beaucoup moins d'impôts que ce qu'on a dans ces pays-là, même en étant non résident, c'est-à-dire étranger, on a beaucoup plus la capacité d'optimiser ses revenus fiscalement. Deuxième chose, c'est également les rendements locatifs qui sont généralement beaucoup moins importants en Europe ou aujourd'hui même au Canada parce que les prix de l'immobilier sont beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis en moyenne et les loyers généralement plus faibles. Donc vous avez vite fait le calcul, le rendement brut est plus faible et donc il y a beaucoup moins d'intérêt pour continuer à investir ou ne serait-ce que garder ces biens-là dans ces pays d'origine. Aux États-Unis aujourd'hui, je vais pas dire on n'a plus qu'à ramasser les deals, les bons biens, il faut chercher un petit peu, mais il est beaucoup plus facile d'avoir des rendements locatifs très intéressants. Nous, aujourd'hui, on a des programmes d'investissement où nos clients font 10% net de rentabilité. Je parle bien de net et non pas de brut, loyer moins charge. Donc, on est vraiment sur des logiques de rendement aujourd'hui qui ne sont pas, on ne peut pas obtenir ça dans beaucoup de ces pays francophones, c'est certain. Et puis, bien sûr, la troisième raison, c'est qu'également, il y a beaucoup de marchés où c'est saturé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup aussi d'interventionnisme souvent de l'État. Je pense nous, à tous ces dispositifs qui ont été mis en place, par exemple en France, puisque je suis moi-même originaire de France, toutes les lois Pinel ou maintenant je sais que c'est loi de Normandie qui malheureusement contribuent à complètement fausser le marché. Vous avez des programmes où il y a des immeubles d'appartements entiers qui sont construits où les gens louent tous ces biens pour des enjeux fiscaux et en fait après quelques années on se retrouve avec énormément de biens disponibles à location, ce qui a tendance à saturer le marché et du coup à contribuer à avoir des loyers qui baissent, voire même avoir des biens qui sont vacants pendant des périodes très longues. Ça n'existe pas aux États-Unis puisque l'État n'intervient pas du tout sur le marché immobilier ou extrêmement peu. En tout cas sur les marchés où nous on investit, il n'intervient pas du tout. Tout est régulé par l'offre et la demande. C'est un marché complètement libéral. En fonction de l'offre et de la demande, des privés, des propriétaires, des investisseurs agissent sur ce marché et donc on n'est pas du tout dans ce type de situation, tout simplement. Il faut comprendre, aux États-Unis, en plus, on a un effet de levier qui est beaucoup plus accessible. On n'a pas du tout de logique d'endettement comme c'est le cas dans beaucoup de pays dont vous êtes, vous, originaire, quand vous regardez cette vidéo. Nous, vous pouvez à chaque fois continuer à investir dans le bien. À partir du moment où vous avez l'apport minimum, il n'y a pas de logique d'endettement ou de surendettement puisque ce sont des programmes de financement spécifiquement pour des investisseurs immobiliers et donc la banque regarde si le montant du loyer couvre le montant des charges, donc il n'y a pas du tout de logique d'endettement où vous allez être bloqué à votre 3, 4e, 5e bien parfois. Non, aux États-Unis, il n'y a pas du tout ça. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui ont près de 15 biens aux États-Unis avec du financement, qui n'ont jamais mis un pied aux États-Unis, qui sont investisseurs étrangers, qui parfois même voyagent beaucoup. Et donc, c'est accessible pour vous. La banque vous prête de l'argent aux États-Unis, même à vous qui êtes investisseur étranger, bien sûr. Alors, je vais vous donner quelques étapes pour affranchir, pour tout simplement partir de son marché local pour
eh bien, tout simplement, commencer à investir aux États-Unis. La première chose, c'est évidemment, eh bien, identifier une enveloppe de cash disponible. Alors pour ça, eh bien, c'est généralement travailler sur la revente d'un bien immobilier ou alors travailler, eh bien, sur l'épargne disponible que l'on peut avoir. Nous, on a pas mal de clients qui ont des assurances vie dont ils sont en train de sortir parce que ils voient très bien le risque qui est lié aussi à la dette française. Vous le savez sans doute, l'assurance vie en France, en tout cas, eh bien, elle sert beaucoup à supporter la dette française. Donc, ça peut être inquiétant pour certains investisseurs et donc ils décident de franchir le pas et d'utiliser cette épargne-là pour investir aux États-Unis, puisque on a des rendements supérieurs et puis ça, ils investissent dans un actif réel dont ils auront pleinement le contrôle. La vente d'un bien immobilier, comme j'expliquais un peu auparavant, c'est aussi une très bonne manière de fonctionner. Il faut simplement que ces ventes se passent pour ensuite avoir son capital disponible et pour pouvoir enclencher ensuite la seconde étape. Alors dans certains cas, on a également des clients qui font des refinancements sur des biens qu'ils possèdent en France. Ça nous est même arrivé d'avoir des clients qui refinancent leur résidence principale en France, puisque il est possible d'obtenir des financements à des il a pu être possible d'obtenir des financements vraiment très faibles et donc ça valait plus le coup de refinancer son résidence principale pour réutiliser le cash et l'investir correctement aux États-Unis. Effectivement, c'est une autre manière de faire qui est complètement possible. L'étape suivante, ça va être tout simplement le transfert de fonds vers les États-Unis et la mise en place d'un compte bancaire américain. Alors, c'est assez mixé aussi avec d'autres décisions qui doivent être prises d'un point de vue légal, mais je vais déjà pas parler de la transition des fonds, c'est assez simple. Je vous recommande de travailler une plateforme spécifique. On utilise beaucoup Wise ou Revolut. Je sais que beaucoup de clients utilisent ça. On a également, nous, un partenaire avec qui on travaille pour le transfert des fonds qui est rassurant pour la banque émettrice. Ça peut arriver, bien sûr, que les banques côté français posent des questions pourquoi est-ce que les fonds partent. Ils sont pas très fans de ça, évidemment, puisque eux, ils voient simplement des fonds qui partent et puis ils essaient de vous revendre un produit d'investissement chez eux comme une assurance vie ou un livret A, qui a peu d'intérêt généralement. Et donc, il faut un petit peu faire le forcing, mais ça se passe toujours bien puisque personne ne peut vous bloquer, on va dire, vos fonds. Hein. Ça fait partie d'une liberté fondamentale de pouvoir disposer à des fonds que vous avez gagnés honnêtement et proprement. Et donc, après, de faire cette transition, tout simplement via un professionnel du change. Je recommande plutôt d'utiliser un professionnel du change pour que ça coûte moins cher qu'utiliser sa banque pour faire du change euro-dollar, si vous êtes en euros par exemple, ou canadien USD aussi. Il y a pas mal de solutions qui existent. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, bien sûr. La prochaine étape, c'est évidemment de mettre en place un compte bancaire aux États-Unis. Généralement, ce qu'on recommande, nous, c'est avant ça de mettre en place une entité juridique américaine pour encadrer la prochaine étape qui va être la mise en place des investissements. Généralement, on conseille de créer une LLC, une Limited Liability Company, qui est vraiment le modèle juridique le plus simple à mettre en place. Vous pouvez être un ou plusieurs associés dans cette entité juridique. Ça se met en place très rapidement. En moins de 30 jours, généralement, on a tout qui est fait, la mise en place des statuts, l'obtention du numéro fiscal, la rédaction du pacte d'actionnaires et puis l'ouverture du compte bancaire à distance, puisqu'on accompagne nos clients sur l'ensemble de cette procédure. Et ça vous permet tout simplement de transférer vos fonds, notamment sur le compte bancaire business de cette entité juridique dont vous êtes le seul ou un des principaux gérants, managers, on appelle ça comme ça en américain. Ça vous permet d'enchaîner sur la troisième étape, identifier les bonnes opportunités d'investissement. Ce que je recommande, c'est bien sûr de vous entourer au préalable d'un petit noyau de gens professionnels, un agent immobilier ou quelqu'un qui va vous accompagner sur toutes les étapes immobilières, également quelqu'un qui vous accompagne sur sa partie juridique comme un avocat spécialisé en transactions immobilières et également un expert comptable CPA ou une professionnelle de la fiscalité et de la comptabilité aux États-Unis pour que vous fassiez les choses correctement. Mais donc, prochaine étape, une fois qu'on a cette entité juridique qui est mise en place et que les fonds sont transférés, vous pouvez commencer à passer aux investissements pour commencer à identifier le ou les actifs dont vous voulez faire l'acquisition. Ça peut prendre un certain temps, évidemment. Faire des offres, négocier avec un vendeur, également vérifier bien sûr les fondamentaux économiques de la zone, les fondamentaux démographiques, vérifier aussi à combien le bien peut se louer. Et avant ça également, vérifier la stratégie que vous voulez mettre en place. Je parlais d'une stratégie plutôt de ce qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire acheter pour générer du revenu locatif, mais ça peut être une stratégie d'achat, rénovation, revente, une stratégie autour de la construction d'un bien immobilier. Voilà, ça peut être différents types de stratégies finalement que vous pouvez mettre en place. Donc ça, faut le définir correctement en amont pour savoir ce que vous voulez faire. Très honnêtement, ce que je recommande quand on commence aux États-Unis, qu'on a quand même un niveau de connaissance qui est limité, on parle pas toujours très bien la langue et puis surtout on a besoin de se faire accompagner de partout, c'est d'aller plutôt sur une stratégie de buy and hold, c'est-à-dire d'acheter pour louer le bien. Ça, c'est la meilleure stratégie de mon point de vue. Comme ça, vous pouvez commencer à vous acclimater au marché immobilier. C'est une stratégie aussi qui est peu risquée. Aller sur des biens, on va dire, avec un bon mix, c'est-à-dire qui sont aussi des biens qui vont se revendre facilement avec une plus-value latente intéressante. Je pense plutôt à des maisons individuelles ou des petits immeubles de rapport comme des duplex par exemple,
qui se revendent facilement et puis qui sont aussi des bons biens en termes de cash flow, en termes de rendement locatif. Et donc, qui peut vous permettre de commencer à vous acclimater, on va dire, au marché américain, avant d'aller vers des stratégies un petit peu plus poussées, typiquement des stratégies de fix and flip, c'est-à-dire d'achat, rénovation, revente. Vraiment, il faut avoir une connaissance du marché un peu meilleure de mon point de vue. Et puis, aussi, être sur un marché propice, travailler aussi bien sur des biens où vraiment vous allez avoir la capacité d'aller généralement à 100% de cash si vous commencez avec vraiment zéro historique de crédit, c'est-à-dire que si vous commencez sans avoir des antécédents aux États-Unis. Donc, ça peut généralement laisser place à beaucoup plus de cash investi, alors qu'une stratégie plutôt pour du rendement locatif, vous allez apporter 30% de la somme et le reste, c'est la banque américaine qui va pouvoir vous le financer. Donc, c'est aussi un risque financier qui est moins important pour vous. Je vais juste revenir en 2 points sur la stratégie fiscale quand on investit aux États-Unis. Déjà, il faut que vous compreniez que quand vous investissez aux États-Unis, dans beaucoup de cas, vous allez avoir moins d'impôts à payer que quand vous investissez dans votre marché d'origine, ce qui est assez incroyable. Je ne prends pas en compte les niches fiscales qui peuvent exister dans votre marché d'origine, mais je vais prendre vraiment les généralités. Si je prends le cas de la France, par exemple, vous ne paierez jamais la CSG sur votre investissement américain. Alors oui, vous devez déclarer vos revenus aux États-Unis et également déclarer en France. Vous n'avez pas de double imposition puisqu'il existe un accord bilatéral entre la France et les États-Unis. Si je prends le cas de la France, je sais que ça existe également pour la Belgique. Il y a d'autres pays qui ont également des dispositions fiscales. Chaque pays lui est propre. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on éclaircisse ce point-là. Il y a beaucoup de dispositifs fiscaux qui sont très attrayants aux États-Unis. Comprenez que l'abus de biens social n'existe pas aux États-Unis. Donc, même si vous mettez en place une entité juridique, eh bien, vous pouvez consommer les revenus qui sont générés avec votre LLC, votre corporation, sans vous faire taper sur les doigts par le fisc américain. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Le cash peut être utilisé. Alors, il y a des choses que vous allez peut-être utiliser pour vous en perso qui seront taxables, mais il y a aussi l'opportunité de passer beaucoup de choses en charge pour diminuer au maximum l'assiette imposable, pardon. Et donc, il y a une grosse différence entre les revenus réels nets qui ont été générés et le revenu que l'on déclare d'un point de vue de l'IRS, la base imposable, qui va avoir pour conséquence l'imposition. Donc, il peut arriver très régulièrement que en fait vous êtes rentable, c'est-à-dire que vous avez un profit réel, mais qu'en fait via les différentes optimisations fiscales, en fait il n'y a aucun impôt à payer, même si vous avez un profit sur l'année fiscale en cours. Donc vraiment beaucoup de choses intéressantes d'un point de vue fiscal. Il ne faut pas oublier que vous devez toujours déclarer vos revenus aux États-Unis et dans votre revenu d'origine, sauf cas contraire. Il y a souvent des accords bilatéraux, donc il n'y a jamais de double imposition. Et ça, c'est vraiment, vraiment un gros game changer. Il faut bien comprendre qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont des accords de non-double imposition. Il y a beaucoup de pays où vous devez déclarer ce que vous générez dans le pays où vous le générez, n'importe où à travers le monde, plus vous repayez de l'impôt en France 2 fois, alors que c'est pas le cas pour les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a un vrai plus de mon point de vue. En 2 mots et en quelques minutes, je vais revenir tout simplement sur les erreurs à éviter quand vous partez de votre marché local d'origine, par exemple le marché français pour reprendre ces exemples-là, et que vous venez investir aux États-Unis. Eh bien évidemment, il y a des erreurs à éviter. Déjà, c'est mal structurer son projet. À la base, c'est vraiment de bien réfléchir aux choses. Qu'est-ce que je veux faire? Ma stratégie. Généralement, on a une stratégie qui est évolutive aussi, puisque nous, on évolue, on apprend des choses, nos besoins changent également. On peut avoir une vie qui évolue, un cadre de vie qui évolue et donc des besoins qui peuvent évoluer avec le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma première phase, ça va être quoi? Ça, il faut déjà bien structurer. Ensuite, il ne faut pas sous-évaluer le besoin en cash. Il faut travailler vraiment de manière rationnelle. J'ai ça comme enveloppe. Qu'est-ce que je peux me payer avec ça? Comment je le structure? Évidemment. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect fiscal. Ok, il faut être clair là-dedans et faire les choses correctement, se faire accompagner par des professionnels de la fiscalité internationale. Nous, on travaille avec une personne qui a une double compétence en termes de fiscalité, qui est aussi francophone et qui connaît bien sûr très bien la fiscalité américaine, mais qui peut aussi vous donner quelques guidance, comme on dit en américain, idées pour, en tout cas quelques solutions pour déclarer dans votre revenu dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et puis évidemment, derrière tout ça, c'est surtout se faire accompagner dans son investissement par un professionnel de l'immobilier pour trouver le bon marché, celui qui vous convient, celui aussi où il y a du potentiel ne serait-ce que pour trouver un locataire si vous allez dans une stratégie locative, le bon bien, le bon nombre de chambres, le bon endroit, le bon quartier, ça c'est le plus important. Aussi un bien de bonne qualité pour avoir le moins de surprises possible. Vraiment, c'est
surpayez un petit peu, mais dormez tranquille. C'est vraiment ce que je vous recommanderais de mon expérience quand on est à distance. C'est plutôt là-dedans que je dirais aller dans des biens de meilleure qualité pour être tranquille en termes de maintenance et avoir le moins de surprises possible. Mais c'est également avoir le bon actif entre les mains pour se développer dans le temps à travers également une plus-value latente potentielle, puisque c'est ces deux grandes notions que l'on va regarder en termes d'investissement immobilier. Donc voilà, la transition se fait de manière très simple, il y a beaucoup d'outils. Moi, je travaille avec des clients depuis plus d'une décennie pour certains, je les ai jamais vus en réel, on s'est vu qu'en visio, on a toujours tout fait à distance avec certains, c'est pas forcément ce que je recommande. Moi, je vois des clients tous les jours sur place, mais il y a aussi beaucoup de gens avec qui on travaille à distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui nous limite à travailler à distance. On peut même signer des actes notariés à distance aux États-Unis, on peut ouvrir un compte bancaire à distance, on peut obtenir un financement à distance. Moi, j'ai des clients qui n'ont jamais vu des biens qu'ils ont achetés, sur lesquels ils ont loué, sur lesquels ils ont fait des plus-values et qu'ils ont revendus, et là, ils réinvestissent ailleurs. Donc ça existe aussi. C'est ce que je veux vous dire. Donc c'est très facile de le faire. Il faut simplement se faire accompagner correctement et surtout avoir une stratégie claire en place dans son esprit pour pouvoir développer son patrimoine correctement aux États-Unis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, une seule adresse, contact@investir.us. Écrivez-moi, expliquez-moi un peu ce qu'est votre projet. Je vous mets également en lien en description de la vidéo. Vous soumettez votre projet, je vous recontacte sous 48 heures. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.